Travailler avec les petits producteurs. C'est un impératif, tout simplement pour des raisons démographiques, nonobstant ce que nous a dit M. Moussasek. Le nombre, surtout en Afrique, au sud du Sahara, mais c'est vrai aussi en Afrique du Nord, la population rurale continue d'augmenter et elle va continuer d'augmenter pendant encore quelques décennies. Ce qui veut dire que l'option d'une substitution massive du capital au travail dans l'agriculture n'est pas une option. Certes, il y a de la place pour des grandes plantations, pour des grandes unités de production, mais l'essentiel de la production agricole en Afrique sera le fait de petits agriculteurs. Donc notre sujet est crucial. Deuxième impératif absolu, il n'y aura pas de progrès dans l'agriculture africaine sans injection de capital. Et les sources de capital public, que ce soit des gouvernements, de l'aide publique au développement, des institutions financières de développement, enfin, des institutions finançant le développement, comme Proparco, l'AFD, etc., donc on dirait, toutes ces sources de fonds publics seront insuffisantes. Donc l'investissement privé est une obligation. Or, pour l'investissement privé, pour les investisseurs privés, le fait de travailler avec des petits agriculteurs pose des problèmes spécifiques. C'est ce que nous voulons discuter ce matin, dans cette session. Et nous avons vraiment beaucoup de chance, je peux vous le dire. J'ai discuté un peu, plus ou moins, je vais vous expliquer comment, avec chacun des participants, et ils sont jeunes dans l'ensemble, ils sont tous plus jeunes que moi, donc ils sont jeunes. Mais nous avons un panel de très grande qualité. Je vais leur demander deux questions, de répondre à deux questions, qui sont des problèmes connus depuis très longtemps. Et je leur demande de nous dire comment ils traitent ces deux questions. La première, c'est, puisque ce sont de petits agriculteurs, il y a des problèmes spécifiques, des coûts de collecte, des coûts de transaction, des risques impliqués, notamment sur la qualité. On en a déjà entendu parler dans la table ronde précédente. Donc, mesdames, messieurs, comment vous résolvez ces problèmes de collecte, de coûts, de contrôle, de maîtrise, etc. Deuxième problème relevant de l'équité, qui a déjà été abordé dans la table ronde précédente. Nous savons depuis très longtemps, la théorie économique du monopole, ça date de 1832, Cournot. Donc ce n'est pas récent. Nous savons très bien que dans des relations de marché, il y a toujours des relations de pouvoir. Et les petits agriculteurs n'ont pas de pouvoir de marché, ou en ont moins que les plus gros. Donc il y a donc un danger, si on veut être marxiste, on dira d'exploitation de l'homme par l'homme. Sans aller jusque-là, il y a donc un danger de fournir des rémunérations équitables. Et encore une fois, cette question a été abordée déjà à la table ronde précédente. Donc, voilà les deux questions que je vais demander à chacune et chacun de traiter. Je vais leur donner la parole à chacun, je vais vous les présenter l'un après l'autre, 10 minutes, et puis éventuellement un petit temps de discussion entre les participants, et si tout va bien, s'ils respectent la discipline, nous aurons le temps d'une discussion générale. Alors, contrairement au programme annoncé, je vais commencer par Madame Didi Okongvo Nelly. J'espère que vous me pardonnerez. Elle est nigériane. Elle a un curriculum vitae magnifique. Elle a diplômé des meilleures universités. Elle a été consultante chez McKinsey. Elle est rentrée dans son pays. Elle a de multiples activités. Elle est à la fois
commercial et philanthropique, je dirais. Et c'est principalement en tant que responsable de l'entreprise Accès Food, qui travaille, si j'ai bien compris, plutôt dans les comment ça s'appelle, les épices, que je lui demanderai de répondre à ces deux questions. So Ndidi, you have the floor. I think you understand French enough that you understood my question. Yes, I did. Good morning, ladies and gentlemen. It's a wonderful pleasure to be here today. I'll just tell you a bit about Ace Foods and then dive into the questions because it's good to set the context. So Ace Foods is an agro-processing company. We source produce from about 1,500 farmers around Nigeria, and we process for the local market. We started this company because we realized that there was a high rate of post-harvest losses. It's one thing to increase yields, but if you don't process locally, a lot of it goes to waste. 20 to 60%, depending on the value chain, goes to waste. We have 90% of our processed food is imported, and yet 60% of our farmers are engaged in smallholder agriculture. And we have one of the highest rates of malnutrition in the world. So for 5 years, Ace Foods has been processing for the local market. We started off doing business to business, selling mostly to noodle companies and FMCGs. And now we're in all the major retail stores. We operate in a lot of, we supply a lot of fast food companies. And we have a complementary food, which is a soya maize blend fortified with vitamins and minerals, which is addressing the high rates of malnutrition. So I'll address the issue of sourcing from smallholder farmers. From the onset, that was our conviction that we needed to source locally. But as has been mentioned by the previous panel, there are a lot of challenges. So I'll just talk a bit about the challenges and how we've overcome them. I would say the first thing is that most food processing companies in Nigeria don't want to bother sourcing locally. They complain that it's too difficult to find substantial volumes. And so the first step was really putting our farmers into clusters, because you cannot source from one farmer, you need to source from thousands of farmers. The whole concept of putting farmers into clusters in Anglophone West Africa is not very common. I know that Francophone West Africa has a long tradition of farmer organizations, but in Nigeria, we actually had to work with a lot of facilitators like IFDC to actually, and a 2-scale project to actually put the farmers into those clusters. The second thing is financial literacy. And I don't think the other panel talked about it, but the assumption is that every farmer has a bank account, and sitting in a large city, I can place an order and the transaction will come to me in a truck. The truth is that you have to basically support them across the entire process, teaching them how to create bank accounts, how to form an association, and the chairman has to be trustworthy enough, because you're literally paying to one person who ends up ensuring that all the other farmers get the funding. So financial literacy is critical. The third thing is standards, and I think we've talked a bit about standards. When you process ginger, which is one of our biggest produce, or soya, or maize, or even chili pepper, there's no clear standards. Even the term chili pepper, there are at least 15 varieties of chili pepper. So standardizing the variety that you receive each time is critical. And I think we have had to invest in setting standards, transferring that knowledge to farmers, and providing training on how to dry the pepper or to dry the chili to ensure that we get the right quality and there's a minimum amount of microbial load. And then the last thing I'll talk about, which is the most important, I think is policy, because we're sitting at OECD and policy is critical. The whole concept of sourcing locally and fostering local, you cannot increase yields if there's no processing. If there's no incentives to source locally, most companies will choose to import because it's cheaper, it's easier, it comes in a very nice package from China or South America or even Europe, and they don't have to bother. Large companies like Unilever in Nigeria import all the food they use, and Nigeria is a big market for them. So there has to be a policy environment that promotes a local sourcing. And I'm not talking about closing borders, but I'm talking about creating incentives for local processors. And I've been sharing the idea of something like a local food policy bill that basically creates incentives through tax breaks, through facilitation support
for companies to find the local value chains and source in clusters. So those are some of the issues that we face. Now, we've overcome a lot of those issues over the last 5 years through trial and error, through building trust, and trust is critical when you're working with smallholder farmers, through ensuring that we work through them to ensure, build their financial literacy, to build their capabilities, to train them. And we've benefited from funding. For a private company to do this, you actually need some funding to cover some of these extra costs, because these are not, don't hit your bottom line. So we've gotten a bit of funding from a few organizations like the Africa Enterprise Challenge Fund that has enabled us to really support those farmers, and Innovation Against Poverty, which is a Swiss-funded program. So those two funds have really helped us invest in the farmer education and the farmer support. Thank you. Well, that's very interesting, your last point, because if I understand, it's a combination of private and the last two funds, public funding. Right. So a very important point, I think we learned from you. You didn't do anything, you didn't address my second question. So the second question, sorry, can you remind me? Market power, danger of exploitation. Okay. So in Nigeria, I would actually tell you that I think the farmers have the power. That might surprise you. But because you have a local market, 170 million people, and the high rates of waste that we talked about, at the end of the day, they have options. They can choose whether they want to just store it, or whether they want to sell it to an Olam that's going to export it, or whether they want to sell it to us. So what has surprised us is that, I'll give you an example. Chili pepper this year, because of the late rains, has been selling for about 850 naira per kg. Now that's not competitive relative to chili pepper in China or chili pepper in India. We are committed to sourcing locally, so we're going to work with them. Now, they'll tell you, well, either buy it, take it, or leave it. It doesn't matter whether we had a contract for 550 naira, and that we've helped them get microfinance, and we've trained them, we've invested in them, take it or leave it. Sometimes you might give a contract and wait for a few months for them to supply. So I think the farmers have the power in spite of our investment in them. And that shocks me, and it upsets me because I'm a small business. But at the end of the day, we have worked with them long enough to actually understand what value they're getting from this relationship, the fact that there's no middleman involved, the fact that more income comes to them, and yet, at any given point, they can choose not to sell to you. So they have the power. Okay, thank you very much for your answer. We'll have a chance to come back to that, in particular with your neighbor. Yeah, you can clap. It's, who will speak last as the farmer, the lone farmer on this platform. And now we continue, ladies first. Catherine Bureau, qui est directrice déléguée de la Fondation Avril. C'est une agronome, elle sort d'une très bonne école, la mienne comme moi. A été journaliste et est rentrée assez tôt dans le groupe Sophie Protéol, qui fait partie de ces institutions tout à fait intéressantes. C'est une institution financière créée par les organisations agricoles, tout à fait dans la ligne de ce que nous disait M. Isambert dans son introduction tout à l'heure. Bon, elle a occupé différentes fonctions à Sophie Protéol, qui est devenue maintenant Avril, et depuis 1 an à peu près, elle est à la Fondation Avril. Alors la Fondation Avril est une fondation d'entreprise. Reconnue d'utilité publique, je suis désolée. Comment? Non, ce n'est pas une fondation d'entreprise. Elle est actionnaire, c'est un modèle un petit peu particulier, elle est actionnaire du groupe Avril. Les agriculteurs ont souhaité, créateurs du groupe, ont souhaité mettre une partie du capital du groupe dans une fondation. Donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est actionnaire d'un groupe. Donc c'est un modèle un peu particulier. Dans la filière, on est assez habitué aux modèles particuliers, originaux, peut-être avant-gardistes, j'espère. Très bien. Bon, merci de m'avoir corrigé. Je vais poursuivre cependant, mais c'est très intéressant, on a bien fait d'aborder ça, parce que les institutions, c'est très important. Comme elle va, je pense, nous l'expliquer, comme elle me l'a dit,
cette fondation se situe quand même dans la stratégie du groupe Avril. Alors que, par exemple, nous, la Fondation Farm, qui est une institution sœur, fondation reconnue d'utilité publique, n'est pas liée à une entreprise de la même façon. C'est ça, je pense, l'intérêt. Mais elle va nous expliquer, parce que je crois avoir compris, compte tenu de la conversation qu'on a eue auparavant, il y a une semaine ou deux, que la réponse aux deux questions que je pose, la Fondation Avril est impliquée dans la réponse aux deux questions que je pose. Donc, je lui laisse la parole. Bien. Merci Michel. Donc je suis effectivement contente de pouvoir parler avec vous des expériences menées par la filière, par le groupe et bientôt, j'espère, par la Fondation qui vient de souffler sa première bougie, qui a beaucoup travaillé sur la France, puisque ce sont les missions de développement des ruralités en France, et qui s'engage en Afrique également, avec une philosophie, et je vais essayer de vous la traduire, qui est un petit peu différente peut-être des cas que nous avons rencontrés tout à l'heure, d'autres entreprises. Alors, je vais peut-être juste conclure avant de développer, pour être sûr d'être clair. Je pense que l'agriculture africaine n'est pas un Eldorado et n'a pas besoin d'investisseurs. Alors, je vais choquer peut-être une partie de la salle. En tout cas, pas n'importe quels investisseurs. On parle d'investissement privé, il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc attention de faire la part des choses. Ceux qui pratiquent l'investissement en salle des marchés, l'investissement in vitro, qui recherchent des profits de court terme, je pense sincèrement qu'ils vont se casser les dents et qu'ils n'ont pas à y aller, et qu'il est très dangereux pour l'agriculture familiale africaine que ce type d'investisseurs soit présent en Afrique. En revanche, je pense sincèrement que l'agriculture familiale africaine, avec tous les risques que cela comporte, je pourrais vous en reparler, a besoin d'acteurs économiques engagés durablement au sens des valeurs sociales, environnementales, mais au sens aussi du temps, parce que ça prend du temps de travailler avec des petits producteurs. Et comme vous l'avez dit, on ne va pas travailler sans, bien évidemment, compte tenu des enjeux. Effectivement, compte tenu des enjeux, aujourd'hui l'urgence, on l'a vu au lendemain de la COP21, une urgence climatique, une urgence démographique aussi, problématique d'exode rural, on le sait. Donc je crois qu'il y a non seulement nécessité d'avoir des investisseurs responsables, mais surtout que ces investisseurs responsables soient capables de travailler avec d'autres. Et c'est ça qui est important, je crois. Et je pense qu'on ne gagnera la guerre du développement en Afrique que si l'on accepte tous de travailler ensemble. Je m'explique. Bien évidemment, il faut mettre au cœur du débat les communautés locales et les agriculteurs, l'agriculture familiale. Je pense que les acteurs économiques réellement engagés sur le terrain, qui sortent de leur salle des marchés, c'est-à-dire des acteurs qui sont des industriels, qui sont des opérateurs réels, et qui ont la volonté de structurer des filières, ont toute leur place. Et évidemment, il faut qu'ils participent à cet engagement aux côtés de l'agriculture familiale. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances requises pour relever ce défi. Et notamment, je crois qu'il faut qu'ils s'associent, qu'ils écoutent davantage les experts du développement et de l'environnement aussi, parce qu'il y a des problématiques de développement, bien évidemment, et des problématiques d'environnement, on le sait. Donc il faut qu'ils travaillent aussi avec ces experts-là, les experts du développement, les ONG, les associations. Il y en a beaucoup et en France, on en a des belles. Et puis évidemment avec les bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, je pense à l'AFD notamment, a de plus en plus des critères de responsabilité pour ces investissements qui sont mûrement réfléchis. Et sincèrement, les investisseurs devraient se pencher sur ces critères. Ils apprendraient beaucoup. Alors un tout petit mot pour la Fondation Avril, comme je vous l'ai dit, reconnue d'utilité publique, actionnaire du groupe Avril, qui a été créé par les producteurs français. Donc les producteurs ne sont jamais très loin de notre histoire. Et en fait, la Fondation se doit s'est donné pour mission de travailler sur le monde rural en France et donc en Afrique. Et pour cela, va travailler et va analyser et réfléchir à tous les modèles qui existent pour je dirais, réussir ce changement d'échelle du développement. Et bien entendu, elle s'appuiera notamment sur les expériences du groupe Avril, qui travaille depuis de nombreuses années déjà en Afrique, avec cette notion de, je prononce le mot, contractualisation. Alors pour faire très bref, j'ai recensé, à mon avis, 4 façons de travailler avec les petits producteurs en Afrique. Il n'y en a pas 36.
Il y a la façon tout à fait opportuniste, la cigale, et je l'ai vu récemment, pas en Afrique, je l'ai vu au Laos. À tort, on l'appelle le contract farming. J'ai vu que les anglo-saxons l'appelaient le contract farming, ça n'a aucun rapport. Parfois, il n'y a même pas de contrat écrit, c'est simplement oral. Et je l'ai vu lors d'une mission au Laos avec une association où eh bien, ce sont des commerçants chinois qui arrivent au Laos et qui vont voir les agriculteurs qui ne sont pas regroupés, donc des agriculteurs qui n'ont pas de possibilité de négocier, et ils leur offrent une espèce de pack complet avec des semences, des produits phytosanitaires, des bâches plastiques même pour les cultures légumières, et puis basta, sans aucune formation. Autant vous dire que pour les produits phytosanitaires, ça peut être très dangereux, notamment au Laos, parce que les agriculteurs mongols n'ont aucune connaissance des produits phytosanitaires. Donc ils leur laissent ce pack et puis reviennent, ou non d'ailleurs, quelques mois après, chercher le fruit de leur récolte. Pour moi, ce n'est pas du tout du contract farming. Je suis complètement pour la contractualisation, mais là, on n'y est pas du tout. On ne travaille pas avec les producteurs, à la limite, on les exploite. Deuxième modèle, le modèle de la fourmi. C'est peut-être celui qu'on pratique, que je connais le mieux, celui de la contractualisation réellement, qui comporte énormément de risques. C'est long, c'est du travail de long terme, et ça, j'y reviendrai vraiment sur les modalités précises de cette contractualisation, parce que tout réside dans le contrat lui-même. La troisième forme de travail avec les petits producteurs, je l'appelle le castor. Bon, c'est le castor qui construit, au risque d'ailleurs de dévier les cours d'eau, construit, bâtit, etc. C'est le modèle d'investissement à forte emprise foncière, pour parler simple, les plantations en Afrique ou ailleurs. À mon avis, ce n'est pas un sujet clos. Il faut discuter de ce sujet réellement pour voir si oui ou non il participe au développement, etc. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'est hors sujet, donc j'arrête. Je dirais simplement que s'il y a engagement environnemental fort, HCV, HCS, s'il y a engagement sociétal fort, et là le consentement libre, préalable et informé qui est très difficile à mettre en place, mais justement il y a des experts qui pratiquent ce consentement, et bien si l'on parvient à travailler avec les producteurs, c'est-à-dire qu'on fait certes un nucléus, mais tout autour on travaille avec l'agriculture villageoise et on en revient à la problématique de la contractualisation, je crois que là ça pourrait peut-être être un modèle vertueux. Il faut y retravailler. Et enfin le dernier modèle que j'ai analysé et sur lequel on a une petite expérience, c'est celui que j'ai appelé la ruche. Tout le monde travaille dans le même sens. C'est presque le bonheur. Presque. La reine, les ouvrières travaillent dans le même sens. L'État, les acteurs économiques et les agriculteurs. Ça, c'est par exemple le plan Maroc vert avec tous les bémols qu'on peut y mettre aussi. L'État, effectivement, a posé les bases d'une réglementation et d'un cadre global. Donc c'est effectivement presque le cas le plus idéal, et nous y participons là dans le cadre de Le Sieur Cristal pour le groupe, hein, et c'est assez intéressant de tirer les conclusions de tout ça. Alors juste pour répondre quand même aux questions, voilà quand même, les conditions du succès. Alors moi quand je dis succès partagé par l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la filière, et non pas par un acteur. D'abord les modalités de la contractualisation, visibilité dans le temps. Bien entendu, un contrat ne peut être valable que s'il offre une visibilité à l'ensemble des acteurs et bien entendu aussi aux petits paysans. Visibilité, ça veut dire un contrat écrit, annuel, voire pluriannuel, pourquoi pas. Une transparence des acteurs de la filière. Nous avons eu l'occasion de tester des négociants avec qui nous contractualisions, et puis on s'était aperçu qu'ils ne respectaient absolument pas les conditions de prix lorsqu'ils contractualisaient, voire ne contractualisaient pas d'ailleurs, avec les paysans eux-mêmes. Donc attention aux intermédiaires. Ensuite, les conditions économiques loyales. Bien entendu, paiement à la récolte, autant que faire se peut. Problématique de microcrédit, ça il faudra vraiment y revenir, parce que c'est la problématique. Souvent, l'industriel doit se substituer au microcrédit, ce n'est pas son métier, mais temporairement il doit s'y substituer, faire des avances en récolte, etc. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas sain pour le fonctionnement de la filière. Il y a un vrai problème autour du microcrédit. Et d'ailleurs, j'irai plus loin, le microcrédit, pourquoi il y a un problème? Parce que les petits agriculteurs n'ont aucun moyen de garantie. Donc il y a un problème, au-delà du microcrédit, c'est un problème de foncier, bien entendu, de pouvoir garantir, pouvoir emprunter, pour pouvoir investir dans leurs exploitations. Et puis derrière tout ça, je dirais, nous on croit réellement à la structuration interprofessionnelle. Alors qu'est-ce qu'une interprofession? C'est quand tous les acteurs se réunissent autour d'une table et puis ils peuvent négocier. Donc il y a interprofession et interprofession. Chez nous, elles sont assez mûres.
Dans d'autres pays, il s'avère que le collège des producteurs est parfois complètement absent, ou quasiment absent. Donc oui à l'interprofession, parce que c'est comme ça qu'on pourra permettre de bien négocier, notamment les contrats, les prix, etc. Débattre, mais oui aussi à la formation. On ne fera pas d'interprofession si on n'accompagne pas les agriculteurs dans une véritable formation. Et dans le plan Maroc Vert, par exemple, il y a l'État et les acteurs qui s'engagent pour une formation, la formation des acteurs. Donc c'est important. Voilà, après je pourrais peut-être revenir plus tard sur les expériences qu'on a au Sénégal. Oui, on va voir un peu, parce que vous avez répondu de façon un peu normative. Bon, mais ça nous distille les leçons de l'expérience. J'espère qu'il y aura des questions dans la salle, éventuellement, si les gens sont intéressés, pour provoquer et de dire... Et alors, comment ça se passe? Et les limites, voilà. Ça, je pourrais vous en dans la parler. réalité. Bon, mais on va passer, respecter notre horaire et continuer. Alors, notre troisième intervenant est Jonas Mbamba, qui nous vient du Cameroun, et nous lui devons une grande dette de reconnaissance. On doit une grande dette de reconnaissance à chacun d'eux, mais lui encore plus spécialement, parce que comme vous voyez, ce n'était pas lui qui était sur le programme. Nous avons fait connaissance il y a 1 heure, et donc nous n'avons pas beaucoup eu le temps de préparer. Et, bref, il est là au pied levé. C'est un économiste de formation camerounais qui travaille pour le groupe chocolatier C'est Moi. Et depuis un peu plus d'1 an, c'est ça. Voilà. Avant, il était aux Pays-Bas, m'a-t-il dit, travaillant aussi pour le gouvernement dans la filière cacao. Donc, voilà son expérience. Et il y a 1 heure qu'il connaît les questions que j'allais lui poser. Donc, merci d'essayer d'y répondre. Merci Michel. Justement, je serai bref. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que, lorsqu'on parle du petit producteur, il faudrait qu'on se départisse d'un certain nombre d'a priori. Dans les années 60, le petit producteur était illettré. C'est ce qu'on nous a toujours rabâché depuis 60, 70 ans aujourd'hui. Mais je crois qu'il faudrait qu'on comprenne que le milieu rural a aussi évolué. Ce n'est plus le même type d'agriculteur qu'on rencontre. Donc, il faudrait déjà prendre ça en compte lorsqu'on étudie ou lorsqu'on veut collaborer avec le milieu rural. Le petit producteur aussi, c'est celui-là qui s'il n'a pas été à l'école, c'est l'ancien fonctionnaire, c'est celui-là qui a pris sa retraite et qui se retrouve au village et veut investir dans l'agriculture. Le petit producteur également, c'est celui-là qui, qu'on le veuille ou pas, tente des choses parce que l'environnement dans lequel il évolue n'est pas propice à ces innovations que lui veut tenter. On veut lui imposer des points de vue, on veut lui imposer des idées qui ne vont pas avec les moyens de bord qu'il a. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous parlons de petits producteurs, c'est vrai, j'ai entendu parler des risques tout à l'heure pour investir auprès de petits producteurs, mais je crois qu'il faudrait un changement de mentalité, de compréhension de ce petit producteur pour évoluer avec lui. Nous parlons d'une agriculture durable. En Afrique, je crois qu'on est dans l'agriculture durable depuis. On n'a pas eu à investir dans les engrais, dans les produits chimiques pour protéger l'environnement ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai entendu une discussion très intéressante. Le bio, c'est l'avenir. Mais l'Afrique est dans le bio depuis, si je peux me le permettre. Je crois qu'aujourd'hui, le problème du petit producteur qui se pose, c'est que son sol a vieilli. Son sol ne lui permet plus. Je prends juste l'exemple du cacao dans lequel je suis depuis bientôt 20 ans. Nous sommes à 450, 500 kilos à l'hectare. Comment est-ce qu'une famille, un producteur avec 5-6 enfants, peut vivre avec un produit de 500 kilos à l'hectare? Première question. Les sols ont vieilli, les plantations, la cacaoyère a vieilli. Et en plus, on veut l'amener à être dans la monoculture. Faire seulement du cacao. C'est une culture de 6 mois. Le reste du temps,
il va vivre avec quoi? Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre tous ces éléments en compte. L'agriculteur, le petit agriculteur africain, pardon, est pluricultivateur, pluriproducteur. Il n'est pas monoculteur. Si on perd ça de vue, on n'aura plus de petits producteurs. Il doit survivre, il doit vivre pour manger, donc il doit investir dans sa petite exploitation, il doit répondre aux produits d'exportation. Tout ceci doit être combiné pour prendre en compte le producteur africain d'aujourd'hui qui sera toujours le producteur africain de demain. Et c'est pour cela qu'on le trouve réticent dans ce qu'on propose par rapport à le type de culture qu'il doit mener. On le trouve réticent par rapport à certaines choses qui lui sont, je m'excuse toujours d'utiliser le mot, imposer certains points de vue, mais lui aussi a un mot à dire. Donc l'autre question que je mets sur la table, est-ce qu'on prend la peine de prendre ce petit producteur, de le mettre au centre des débats? S'il doit être acteur, il faudrait qu'il soit au centre des débats, qu'il discute avec ceux-là qui viennent proposer des choses. Mais ce n'est pas forcément le cas. La plupart du temps, je prends juste l'exemple dans des conférences, bah, c'est qui? C'est les ingénieurs, c'est les agronomes, c'est les experts de X, Y, Z. Combien d'agriculteurs on trouve autour de la table? Zéro. Parfois, on est dans des discussions, on discute pour le petit producteur. On réfléchit pour lui. Parfois, comme il y a un adage qui dit chez nous, on mange pour lui également. Alors, je crois que le débat du petit producteur, à mon avis, il faudrait d'abord l'amener lui-même au centre. Il a aussi des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Même le risque dont on parle dans les crédits, le petit producteur est prêt à prendre des risques. Il est prêt à s'engager. Mais s'il ne voit pas la voie, il ne voit pas l'avenir, c'est vous, celle qui voyez l'intérêt, c'est normal qu'ils disent, cette voie, je ne suis pas avec vous. Parce qu'on a beau dire, ce n'est pas un entrepreneur, mais il est entrepreneur par essence. Il n'a peut-être pas, il ne parle pas le langage que nous aimons, il ne parle pas des chiffres comme nous les aimons, mais ce monsieur est un entrepreneur. Et c'est là où je veux revenir sur un fait. Il a besoin d'un environnement favorable. Madame a parlé d'un environnement politique. Il faut ajouter un environnement financier. Il y a une question qui est venue dans la salle tout à l'heure. Nous sommes un jeune, le groupe de jeunes, nous voulons des investissements, mais est-ce que vous pouvez nous aider pour 5 000 euros? Non. Voilà des jeunes qui vont s'engager dans l'agriculture. Ils ont été formés et tout. Voilà les agriculteurs de demain. C'est eux les petits producteurs de demain. Mais s'il n'y a aucun environnement financier favorable pour les aider à tester, à tenter leurs propres expériences, parce qu'ils ont aussi été à l'école, on n'aura pas ça ne pourra pas fonctionner. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que votre entreprise traite ce problème? Comment est-ce que nous le traitons? Nous, au niveau de ces mois, ce que nous avons fait, justement, nous sommes en train de lancer ce que nous appelons un grand programme transparence, c'est-à-dire que depuis pratiquement 8 ans, nous travaillons avec les producteurs, on réfléchit sur les systèmes de culture qui sont. Aujourd'hui, nous allons, dès 2016, nous lançons avec eux un programme de réhabilitation de leur cacaoyère. Donc, avec chaque producteur, nous définissons le plan de réhabilitation de sa cacaoyère, qu'est-ce qu'il veut mettre dedans, comment est-ce qu'il veut le faire et de quoi il a besoin. Et nous mettons tout ceci sous forme de programme que nous allons développer avec lui. On va mettre à sa disposition des conseillers, des agronomes qui vont l'accompagner dans sa plantation et à son rythme. Et aujourd'hui, nous sommes justement en discussion, tout à l'heure, Proparco était là, nous sommes en discussion avec des microfinances pour dire, écoutez, voilà vos futurs clients de demain. Est-ce que vous pouvez les aider à investir dans cette cacaoyère qu'il veut rénover, qu'il veut réhabiliter et accepter, sortir du court terme? Parce que l'agriculture, ce n'est pas quelque chose qui va rapporter dans 6 mois. Or, le crédit dans lequel il est, c'est un crédit de 6 mois. Il investit dans un crédit pour quelque chose dont il aura résultat dans 1 an. Vous lui demandez de rembourser dans 6 mois. Voilà les problèmes dans lesquels il est. Donc, notre programme, c'est de dire, essayons de créer un environnement favorable. Et c'est pour ça que nous sommes justement en discussion avec, heureusement, ils sont dans la salle, avec le conseil Café Cacao, pour dire, créons un environnement financier et politique
favorable qui va reconnaître cette nouvelle catégorie de producteurs. Ça, c'est un. Comme nous ne pouvons pas travailler individuellement avec les producteurs, si je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous parlons d'environ 800 000 à 1 million de producteurs, il faudrait qu'ils se mettent ensemble et heureusement, l'État s'y est mis et a opté pour les coopératives comme la formule. C'est là où je reviens un peu sur le fait, sur ce que je disais tout à l'heure. Madame a dit une chose intéressante, c'est que des gens prennent des mots et qu'on plaque dans un environnement qui n'est pas le même. Coopérative, aujourd'hui, je m'excuse, dans la plupart des pays africains, c'est des centrales d'achat pour l'exportateur qui donnent l'argent. Ce n'est pas vraiment la coopérative dans son propre sens du terme. Donc, il faut revoir comment mettre en place de véritables coopératives, donc des véritables fournisseurs de services aux membres pour l'aider, pour l'accompagner dans la démarche, dans ce qu'il a décidé de faire dans l'agriculture. Et c'est ce travail que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui pour que demain, non seulement le producteur soit au centre de son activité, il sera libre de vendre à ses mois s'il veut. Mais l'important, nous sommes sûrs que s'il est aussi compétitif, on aura un partenaire intéressant, important avec nous. Et c'est une politique nouvelle de ces mois? Ça, c'est la politique dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Et nous allons, c'est vrai qu'elle est risquée pour nous, parce que ça signifie qu'on va constituer des coopératives qui pourront les vendre ailleurs. Mais ça signifie qu'il faudra aussi qu'on soit mieux organisé pour proposer des prix beaucoup plus attractifs à ces coopératives. Merci. Je cherche à gérer le temps. Enfin, on aurait envie à chaque fois de poser plus de questions, mais je m'arrête là pour le moment. Notre dernier participant est M. Olu Adara. Alors justement, c'est un agriculteur. Il vient du Togo. Il est engagé, il est président de l'Association des producteurs de céréales. Vous lirez dans le titre exact dans les notices biographiques que vous avez dans votre dossier. Et il est aussi, alors il m'a expliqué hier soir que cette organisation des céréaliers reposait beaucoup justement sur des coopératives. Donc impliquées dans c'est une organisation syndicale, mais s'appuyant sur des organisations économiques. Il est aussi secrétaire général du syndicat généraliste, si je peux dire, membre du réseau que nous connaissons bien ici à Farm, du ROPA, qui est le réseau des organisations professionnelles agricoles d'Afrique de l'Ouest. Donc, je lui ai soumis les deux questions que j'ai posées aux trois intervenants précédents, sachant que bien sûr, il se situe de façon un peu différente par rapport à ces deux questions. Donc, c'est pour ça que je lui donne la parole en dernier pour faire commenter sur ces deux questions et éventuellement réagir à ce qui a déjà été dit. Merci. La parole. Je crois que, comme vous l'avez dit, moi je suis un producteur, je ne suis pas un industriel. Donc je vais parler à la base des expériences que nous avons au niveau du pays. Donc je viens du Togo, effectivement le secteur agricole occupe 70% de la population. Et de ces 70%, 90% sont de petits producteurs, d'où moi-même. Donc les petits producteurs togolais ont deux préoccupations majeures auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Il y a d'abord l'accès aux facteurs de production, puis également la commercialisation de leurs produits. Donc la Centrale des producteurs de céréales du Togo est une organisation composée de 30 000 membres, producteurs, organisés en 1200 coopératives de base. Et nous sommes nés depuis 2008. Donc nous évoluons dans les deux axes. D'abord, comment faciliter l'accès des intrants, tous les facteurs de production aux petits producteurs, parce qu'ils en souffrent. Et également, comment avoir accès au marché. Donc, pour le premier axe, disons que la CPC est organisée, comme je l'ai dit, en des coopératives. Autrement dit, c'est des producteurs
eux-mêmes qui se sont constitués, qui ont constitué des coopératives au niveau village. Et du niveau village, ça a évolué au niveau des unions cantonales. Puis maintenant, ils ont mis la centrale pour, disons, faire face à ces préoccupations. Depuis notre naissance, nous sommes mis dans une école d'apprentissage. Et en matière d'approvisionnement en intrants, nos coopératives de base ont compris qu'il fallait travailler avec les banques. D'où nous avons pris soin d'aborder les microfinances, 2 microfinances qui ont accepté notre offre, qui ont accepté de se mettre ensemble avec nous. Et par rapport à cette disposition, nous avions eu dans le cadre du projet de Food Facility de l'Union européenne, bénéficié d'un appui à travers AVSF, bénéficié d'un appui d'accompagnement. Et au cours de cet appui, il y a une ligne budgétaire qui devait mettre un fonds de garantie pour servir de levier des crédits, pour pouvoir faire face à l'achat des intrants. Donc, ce fonds a été logé au niveau de cette 2e F. Il y a la FUSEC, la WIGIS, que vous ne pouvez pas connaître, mais qui ont accepté, effectivement, nous faire des crédits non seulement pour l'achat des engrais, mais également aussi pour, disons, le système de warrantage. Disons, pour la pré-collecte des produits au niveau des producteurs. Et ensuite, nous avions également, dans le cadre du 2e axe, maintenant, chercher des marchés. Et pour le petit producteur, le marché le plus sûr, c'est le marché qui est proche. Donc, il fallait travailler avec les commerçants, il fallait travailler avec les unités de transformation qui sont sur place. Et puis, on a cherché un peu plus loin pour voir si, au niveau de l'extérieur du pays, on pouvait aussi gagner des marchés qui peuvent porter des valeurs ajoutées. Donc, sur le plan national, la CPC, depuis 2010, contractualise avec l'Agence nationale chargée de sécurité alimentaire, qui a pour mission de constituer le stock de sécurité national. Donc, nous prenons part à cette constitution de stock de sécurité qui évolue de 3 000 à 5 000, 6 000 tonnes par an. Et en dehors de ce partenariat avec l'agence de sécurité, nous avons au niveau de la zone maritime du Togo, donc disons, c'est une zone où il y a beaucoup d'aviculteurs, il y a beaucoup de fermes avicoles, donc qui consomment assez de maïs jaune. Donc nous avons orienté toutes les coopératives de la région maritime à produire du maïs jaune, justement pour satisfaire ce marché-là, mais en ayant des contrats, disons, à terme. Autrement dit, des contrats signés avant même la production. Donc, depuis 2010, il y a cette fêtière régionale fournit 500, 1000, 1500 tonnes par an, depuis 2010. Mais en dehors de cette zone, nous avons également aussi fait un pas, disons, au pays voisin, qui est le Ghana. Et nous avons eu à négocier un marché avec une société agroalimentaire au niveau du Ghana qui est Premium Food. C'est une société qui a une capacité de consommation de 70 000 tonnes de maïs par an. Et nous avons commencé les démarches, mais dites-vous que ce n'a pas été facile parce que pour exporter le produit à l'extérieur, surtout les céréales, surtout que le maïs est un produit qui est consommé sur l'ensemble du territoire, donc un produit très sensible, dont le gouvernement est très regardant. Donc en 2012, nous avons signé des contrats, le contrat bien signé, les négociations, les prix, tout. Mais notre gouvernement a dit non. Au finish a dit non, vous ne pouvez pas exporter parce que, bon, pour des raisons qu'ils ont données. Mais on n'a pas désarmé, on a continué le chemin et en 2014, nous avons repris encore ce contrat avec cette société pour 20 000 tonnes
parce que le Togo avait dégagé un excédent considérable. Et bon, là, nous avons, disons, forcé un peu la main à l'État pour nous autoriser à faire l'exportation. Et nous avons commencé cette exportation, nous avons livré 1500 tonnes, et quand subitement, il s'est produit un problème d'aflatoxine dans nos produits, et du coup, ça a arrêté le processus. Il a fallu que l'usine aille à se questionner, à faire des analyses, à faire des rencontres, renégocier. Bon, le temps de jouer à tout ça. Bon, sur le plan national également, aussi, le prix a commencé par monter, et si bien que bon, le contrat était interrompu. Mais nous avons quand même tiré la leçon pour dire que les produits que nous devons livrer sur le marché doivent être des produits de qualité, de bonne qualité. Donc maintenant, c'est de nous mettre dans une école où nous devons nous professionnaliser un peu plus que ça et faire de sorte que les conditions de contractualisation soient vraiment connues de nous tous, connues des producteurs, pour qu'au niveau de chaque coopérative, que les gens puissent respecter et pour qu'on puisse répondre vraiment sur un marché. Donc, en répondant à votre question, c'est vous dire que nous avons commencé déjà l'école de contractualisation et nous avons commencé par vraiment intégrer ce qu'on appelle petits producteurs, mais sur cette école-là, mais il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, la CPC est en perspective de faire face à un certain nombre de défis. Si nous voulons contractualiser, continuer à pas contractualiser avec les industriels qui ont besoin du produit d'une façon permanente tout le long de l'année, c'est que nous devons être capables de fournir ces produits-là aussi tout le long de l'année, alors que nous n'avons pas la maîtrise de l'eau. Moi qui vous parle, je dispose d'un bas-fond de 10 hectares. En novembre, j'ai déjà fini de récolter mon riz, mais le bas-fond est au repos et attend jusqu'au mois de juin avant d'être encore mis en activité. Donc c'est dire qu'il y a un manque à gagner. Et cela, c'est ce qui fait que aujourd'hui, ce que nous appelons par petits producteurs, avec leur population entre griffes, a commencé par se vider. Cette population se vide et va vers les villes parce que le métier n'est pas attrayant. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Les gens ne trouvent pas de la richesse. Donc ça, je crois que si nous voulons effectivement rentrer dans ce schéma-là, il va falloir qu'on essaie de résoudre un certain nombre de problèmes. Et le problème crucial pour les petits producteurs aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. S'il y a la maîtrise de l'eau, on peut produire tout, on peut produire toute l'année, tout le long de l'année, et ça peut créer de la richesse. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à tout. Merci beaucoup. Je trouve que ça nourrit beaucoup les débats et ça les illustre de façon très concrète.